Les lectures de mon été. Le premier roman dont je voulais vous parler que j'ai lu cet été, c'est Nous d'Evgueni Zamyatin. C'est un roman dont on entend trop peu parler quand on voit l'importance et l'impact qu'il a eu sur la science-fiction qu'on connaît. En fait, il a inspiré Le meilleur des mondes et surtout 1984. Entre autres parce qu'on trouve aussi des références à ce roman dans plein d'autres œuvres de la SF. Mais 1984 n'aurait pas été ce que c'est sans ce roman. La structure de 1984 se retrouve ici dans Nous, qui a été écrit lui en 1920. Dans les deux cas, on est sur un personnage qui est dans un régime totalitaire, un régime qui a réussi à pousser à l'extrême le totalitarisme jusqu'à ce que celui-ci absorbe absolument tous les aspects de la vie de l'individu. Et le personnage central ne remet pas en cause le régime. On a un narrateur masculin, d'âge moyen dans les deux cas, qui va finir par douter parce qu'il y a deux choses principales qui vont le faire douter, c'est une femme dans les deux cas et un retour à la nature aussi. C'est une société dans laquelle tout est transparent. Ils vivent dans des habitations transparentes et quand ils ont des rapports sexuels, ce qui est prévu, encadré par un planning, ils ont le droit de descendre leur store pour cette occasion-là. Donc l'auteur, Evgueni Zamyatin, est russe, il a beaucoup marqué la littérature russe. C'était quelqu'un qui défendait la révolution soviétique et puis qui a été déçu du régime et ensuite beaucoup censuré. Il imagine une société dans laquelle, a priori, on a réussi à résoudre l'équation du bonheur parce qu'on sait précisément ce que doit faire chaque individu à chaque heure de sa journée. Et l'auteur vraiment se met super bien dans la tête de cet homme qui ne pense qu'en termes mathématiques et qui va finir par devenir un peu fou quand il va y avoir des disruptions dans sa pensée suite à certaines découvertes. C'est un monde dans lequel on réussit même à opérer l'imagination pour que chacun ne soit plus qu'un écho collectif. Donc si vous aimez la SF, c'est franchement assez actuel et prenant, je vous le conseille. Autre roman que j'ai lu cet été, Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Lyon. Je ne m'attarde pas trop dessus parce que j'en ai parlé déjà dans une vidéo short. C'est à la frontière entre l'essai, la thèse et le roman familial, l'autobiographie aussi bien sûr. C'est une enquête sur l'arrière-grand-mère de l'autrice qui aurait été la première à subir une lobotomie en France. Et donc ça retrace l'histoire de la lobotomie et ça dit quelque chose de la place des femmes différentes dans la société en réalité. Au début j'étais assez sceptique sur les premières pages, je comprenais pas trop où ça menait. Et puis quand je suis rentrée dedans, vraiment j'ai trouvé ça super. C'est très efficace, c'est très agréable à lire, je vous le conseille si ce sujet vous intéresse. Ensuite je vais vous dire un petit mot d'un livre que je viens de terminer, Résolution de l'ICAM, publié chez La Volte, maison d'édition que j'aime beaucoup. Cette fois on est dans une forme d'utopie, donc c'est toujours de l'anticipation, hein, je dirais. Alors utopie, ça se passe dans notre monde qui s'est effondré, donc voilà. Et dans ce monde qui s'est effondré, apocalyptique, va se mettre en place un îlot d'une nouvelle société expérimentale. Une société qui est censée être basée sur l'égalité qui s'appelle l'Adelphi. Et pour construire cette société, on fait appel à une femme brillante qui s'appelle Wen. Et cette femme, Wen, elle est, on peut dire, autiste, hein, Asperger. En tout cas, elle a la capacité de modéliser les interactions humaines, même si, quelque part, elle reste étrangère au monde des autres humains. Hein, parce qu'elle a vraiment un mode de pensée singulier et extrêmement riche. Ce que j'ai bien aimé dans ce roman, on va dire que vraiment je suis rentrée dedans les 70 premières pages, déjà c'est une analyse brillante et sublime de notre monde actuel. Et en même temps ça utilise les codes du cyberpunk, où on va essayer de nous décrire des mondes intangibles, mais en nous faisant rentrer dans la tête de cette femme qui pense plein de mondes en même temps, et qui va essayer de modéliser cette nouvelle société. Après j'ai trouvé, c'est un roman court, j'ai trouvé que ça manquait d'évolution, que ça manquait d'un passage à autre chose. On a envie de voir cet îlot se répandre au reste du monde et on reste à la porte de ça hein, en réalité à la fin, je vous spoil, hein, c'est terrible. Même s'il y a des choses qui se mettent en place, c'est quand même, ça évolue assez peu. Donc je trouve qu'en termes de structure, pour moi il a manqué quelque chose pour me remettre dedans sur la fin. Voilà, j'ai moins aimé la deuxième partie, on va dire pour ces raisons-là. Ça m'a fait un peu penser à la thèse qu'on trouve dans Raviver les braises du vivant. Raviver les braises du vivant de Baptiste Morisot, qui dit que si on protège des îlots de vie, même si le reste s'effondre, en fait il faut vraiment faire œuvre de protection de ces îlots de vie parce que la vie a la capacité, à partir de là, comme un feu qui se répand, de renaître. Et je trouve que cette thèse est super et ça m'a fait penser à ça. Ensuite cet été, je crois que j'ai trouvé ma nouvelle pièce de théâtre préférée. Il s'agit de La Distance de Thiago Rodriguez. J'ai pas eu la chance de la voir sur scène, elle a été créée à Avignon au festival IN cette année.
Et c'est ma maman qui l'a vu et qui m'a dit il faut absolument que tu lises ce livre, donc comme tu pouvais pas être là, je t'ai acheté le livre, plutôt sympa. Et j'ai adoré parce qu'il imagine un dialogue entre un père et sa fille est en train de migrer dans l'espace pour un programme de colonisation. Et elle passe par un processus d'oubli de sa vie d'avant pour pouvoir aller sur Mars. Et en fait, le livre, c'est juste ce processus-là qui consiste à, pendant un certain temps, pouvoir dialoguer avec une personne de son passé, de son choix, et ensuite elle l'oublie. Et en fait, ça parle de manière générale de l'écart générationnel, de la difficulté de la parentalité aussi. J'ai trouvé ça absolument sublime, ça m'a tiré les larmes à plein de moments, surtout à la fin, mais vraiment c'est très beau. Si vous cherchez du théâtre à lire, en plus ça se lit très vite, hein, c'est quelque chose que je peux vous recommander pour lire du théâtre parce que ça stimule l'imaginaire, c'est une très belle pièce et c'est bien de la voir mais c'est aussi bien de la lire je pense, donc n'hésitez pas. Je vous parle quelques minutes d'une histoire illustrée du XXe siècle. Alors ce n'est pas un roman d'histoire, c'est une nouvelle de Kim Stanley Robinson, l'auteur de SF bien connu qui fait de la hard science, qui a écrit notamment la trilogie martienne. Et Kim Stanley Robinson, en fait, dans cette nouvelle, raconte l'histoire d'un historien dépressif à qui on demande d'écrire une histoire du XXe siècle. Ça va augmenter sa dépression parce que en se plongeant dans l'histoire de ce siècle, il va se dire mais c'est terrible, l'humanité doit en finir, ou il y a un dialogue entre passé, présent, avenir, et on se dit mais oui, que va devenir l'humanité ? Après c'est une nouvelle où il n'y a pas un grand retournement, hein, voilà, mais c'est sympathique à lire et ça se lit super vite. Et on apprend quelques trucs d'histoire aussi dedans que je ne connaissais pas. Est-ce que je peux vous en partager un ? Je ne connaissais pas par exemple l'existence des camps de concentration japonais de Mandchourie pendant la guerre sino-japonaise de 1931-1945. Et dans ces camps, il y a eu autant de Chinois décimés que les camps allemands ont tué de juifs. Donc, ensuite, il faut quand même que je vous parle d'un essai que j'ai fini cet été, qui est l'essai Hypnocratie. Cet essai, c'est un genre d'expérience sociale parce que l'auteur affiché, qui est censé être un philosophe hongkongais, n'existe pas. En réalité, le vrai auteur, il a coécrit le livre avec des IA. Le réel auteur, qui est un italien qui s'appelle Andrea, je ne sais plus comment. Donc le véritable auteur, il s'appelle Andrea Colamedici, et en fait il a commencé à induire un dialogue créatif avec des IA, d'où est né ce concept d'hypnocratie. Ce concept, je le trouve assez opérant, je le trouve assez fort. C'est quelque chose qui va avec le concept aujourd'hui de post-vérité. Quand on dit qu'on est dans l'ère de la post-vérité, c'est un concept pour dire que avec les réseaux sociaux, avec les algorithmes, avec l'IA, on arrive dans un monde où on cohabite entre des choses réelles et des choses non réelles, et où on ne sait plus, quand on voit une image par exemple, si elle est vraie ou si elle est fausse, et ça nous empêche pas de l'accepter dans une certaine cohérence interne. Et ça renforce une espèce de transe qui nous fait accepter qu'une chose puisse être vraie et fausse à la fois. Je vais m'expliquer un peu plus clairement. C'est donc un concept, l'hypnocratie, qui a été largement adopté aujourd'hui. Vous allez peut-être en entendre parler, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et il y a pas mal de thèses intéressantes dans ce bouquin, même s'il a été coécrit avec des IA, et des IA qui datent un peu, hein, parce qu'il est sorti début 2025. Et notamment, il y a quelques thèses que je peux vous partager. J'ai pris quelques petites notes dans mon carnet de culture, j'adore. Un petit carnet de culture où en fait, dedans j'imprime aussi avec une petite impression, avec une petite imprimante thermique. Et du coup, j'ai toute une partie sur les bouquins d'IA. Bref. Bon, en gros, hein, le concept, c'est que les algorithmes nous mettent dans une forme de transe où on a presque conscience, en plus d'être dans la transe, on sait que ce qu'on voit est pas forcément vrai, mais on l'accepte. C'est assez marquant, par exemple, quand il parle des algos de recommandation et qu'il dit que ce sont des techniques hypnotiques automatisées pour nous maintenir dans un état de transe pour la consommation et le contrôle. Il appelle l'économie des plateformes une économie de transe. Et il dit que Trump et Musk, eh ben, ils induisent, en fait, leur pouvoir vient de leur capacité à induire des états de transe collective, où la vérité n'a plus d'intérêt. J'aime bien aussi sa thèse sur le paradoxe de l'activisme. Il dit que on a tendance à s'investir dans l'activisme en ligne, par exemple, on va voir passer beaucoup de contenu où on s'insurge contre des inégalités ou des guerres ou autres, et on va les relayer, on va les liker, et ça nous donne l'impression de nous engager, alors qu'en réalité, plus on s'investit dans l'activisme en ligne, moins on est susceptible de résister dans la vraie vie, et de vraiment menacer le pouvoir, d'après lui. Et il suggère quelques pistes pour résister contre ça. Notamment la capacité à oublier, à ne pas tout transformer en quelque chose qui va être compatible avec les algorithmes, à, dit-il, entretenir une relation érotique avec le passé.
pas mal quand même. Il y a quelques bonnes phrases comme ça. Mais ce que je reproche à cet essai, c'est que en fait ça fait un peu catalogue de thèse, mais où va jamais y avoir de réelle démonstration. Vous savez que pour argumenter, il faut avoir une thèse, un exemple qu'on analyse, ou une démonstration qui vont avec cette thèse. Et ben là, ça manque un peu de sources, de démonstrations, d'exemples. Je trouve que c'est un peu vide à ce niveau-là. En ce sens, on peut deviner la patte IA, parce que sans doute que l'IA n'a pas eu accès à beaucoup d'articles de recherche qui étaient dans des cadres non libres de droit auxquels l'IA n'avait pas accès. Je pense que c'est ça qui pêche un peu, et je trouve que l'auteur aurait dû faire un réel dialogue avec l'IA pour la renforcer à ce niveau-là. Vous le savez peut-être, moi je m'intéresse particulièrement à l'IA parce que je fais des spectacles autour de ça. Donc je lis pas mal d'essais sur l'IA. Il y en a d'autres que je peux vous recommander, que je vous recommande parfois. Je pense que je vais vous faire bientôt une vidéo dédiée à différents essais autour de ça. Et voilà, est-ce que ça vous dit? Si ça vous dit, vous me le dites dans les commentaires. Et je vous propose aussi de me dire si vous avez lu certains de ces bouquins, si vous les connaissiez. Ça m'intéresse notamment de savoir si vous connaissiez Nous de Evgueni Zamyatin, parce que moi j'ai vraiment honte, j'ai découvert l'existence de ce roman très récemment alors que j'ai fait quand même mon mémoire sur 1984. Bonne fin d'été, belle rentrée, à très vite.